Les podcasts de Blast. Ok, on sort de la Kangoo France et Franck et on est rue de la Caserne à Homès, au nord de la Meurthe-et-Moselle. Alors c'est une rue qui porte bien son nom parce que comme tu le vois, en face de nous, un immense bâtiment de 200 mètres de long se dresse avec 2 étages, 3 avec les combles et on l'appelle la caserne. Alors c'était pas une caserne de militaires ni une caserne de pompiers, c'était une caserne de mineurs de fer parce que Homès a employé jusqu'à 800 mineurs de fer entre 1900 et 1983. Et ici, il y a eu des centaines de Polonais, de Maghrébins, d'Italiens qui ont vécu entre ces murs. Et puis la mine de fer a fermé en 83. Le seul vestige de ce passé industriel, c'est un chevalement qui est aujourd'hui reconverti en écomusée. Et Homès, c'est devenu, comme beaucoup de villes du PIO, la pointe de la Meurthe-et-Moselle, la pointe de la Moselle, une ville dortoir, une cité dortoir où la plupart des gens vont travailler au Luxembourg. Et ici, ils ne font que y dormir, quoi. T'as appris tout ça par cœur ou t'as une petite fiche de notes sous tes yeux? Ça, il fallait pas trop le dire, en fait. Bah heureusement qu'on fait pas un sujet vidéo cette fois. Ouais. Et nous voilà donc chez Aurélie. La première gilet jaune. Du dernier rond-point. Aurélie? Ah bah oui, elle est là. Ça va? Salut. Ça va? Bah oui. La dernière fois que je m'arrêtais ici, à Homès, les Gilets jaunes en étaient à leur 14e construction de cabane. 13 avaient été incendiées. Vous rappelez mon prénom? Bah quand même. Lors de ce premier reportage, réalisé en janvier dernier, quelque temps avant le premier tour de l'élection présidentielle, j'avais tenté de raconter tout ça. Les 3 années de lutte qui venaient de s'écouler, les cabanes, les nuits, les vies qui ont défilé sur le rond-point d'Homès. De vous voir. Bah moi aussi. Oui, bah J'ai oui. une image de vous que j'ai gardée dans mon ordinateur. Hein. Oh, c'est vrai? Les auditeurs ne pourront pas le voir, mais Béatrice fait des doigts d'honneur. Des doigts d'honneur pour Macron. Mais alors, le connard là, c'est à éliminer. Hein? Excusez-moi, hein. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Macron, pour que vous leur vouliez comme ça, Béatrice? Je vois pas pourquoi il veut faire une réforme de la retraite. En quoi ça te dérange? Il va toucher à la retraite de sa bonne femme là? Ouais, mais on Hein? vit plus longtemps, donc c'est normal qu'on travaille plus longtemps quand même. Non mais arrêtez. Et quand vous avez travaillé pendant 45 ans, vous n'avez pas envie de faire 2-3 ans de plus, hein? Donc vous, Béatrice, vous êtes la maman d'Aurélie. Oui. Je me souviens, on s'était vu il y a 1 an. Hmm. Vous étiez moins en forme, là vous avez retrouvé le peps, ça. Je suis content. Ben, je suis troué de partout et je suis debout. Mais il y a une chose que je m'étais bien gardé de raconter. Alors Béatrice, j'aurais plein de questions à vous poser tout à l'heure. Je viendrai vous embêter, vous poser des questions sur votre vie, sur votre parcours. Mais pour l'instant, c'est Aurélie qu'on va aller cuisiner. Alors Aurélie, tu m'as dit que tu avais une pièce un peu spéciale dans laquelle on pouvait s'isoler chez toi. Oui, on y va avec plaisir. Une histoire qui de toute façon débordait des paragraphes dans lesquels j'essayais de la résumer. On va juste à côté. On revient après, Béatrice, pour vous poser pour faire votre interview. Allez, je m'entends. Un scénario que Ken Loach n'aurait pas imaginé. Donc il y a une grande table de massage. Il y a un fauteuil qu'on peut retrouver comme dans les salons. Et pour l'instant, le seul patient qu'il y a dessus, c'est un énorme chien. Bah oui, c'est ma Syrah. L'histoire d'Aurélie. C'est l'esprit zen et puis Le statut de sorcière. puisqu'on m'appelle la sorcière aussi. On va se poser autour de la table et puis on va commencer. On va faire le portrait d'Aurélie ou le portrait du rond-point d'Homès, je sais pas trop. C'est un peu imbriqué tout ça. Bah, de toute façon, les deux, voilà, l'un va pas sans l'autre. Ouais, l'un va pas sans l'autre. Non. Une histoire de France, Et Franck. épisode 1. Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 43 ans, bientôt 44. J'habite à Homès depuis l'âge de mes 6 ans. Alors, moi, j'étais femme de ménage pendant 13 ans dans les grands bureaux du Luxembourg. Après, je suis rebouteuse, coupeuse de feu, je tiens à le préciser parce que quand on est gilet jaune, ça peut être utile en manif et même après les retours de manif. J'ai été gilet jaune et je le suis toujours d'ailleurs. Depuis le premier jour, je suis sur le rond-point d'Homès. Maintenant, le rond-point d'Homès, c'est l'un des plus grands ronds-points qui reste dans le Grand Est, qui n'a jamais arrêté d'être occupé. Et ça, depuis le 24 novembre 2018, malgré tous les incendies de cabanes. On vient d'apprendre en direct
qu'il y a la 19e cabane qui a été incendiée cette nuit, la journée d'Halloween. 19 cabanes incendiées et 19 cabanes reconstruites. 19 cabanes reconstruites et du coup, on va faire la 20e. Voilà, on va commencer à préparer les fondations. Alors ici, on se trouve à Aumesse. Donc moi, je suis arrivée à l'âge de mes 5 ans parce que mes parents ont divorcé. Mon père est resté à Fagnières, près de Chalon-sur-Marne, où il était cheminot et cheminot communiste. Ma mère est venue ici où elle a rencontré mon beau-père. Donc, on était ma mère, mes 2 frères et moi-même. Ici, nous, on habite dans une caserne. Où c'est qu'on est actuellement dans la pièce là. C'était la cantine, en fait. C'était les ouvriers qui venaient tous manger. Et puis, à côté, il y avait les dortoirs. Ils dormaient ici. Donc, c'était, tu vois, le grand bloc. En face, il y a les maisons de porions. Tu vois, tu as la maison. Autour, tu as les jardins. Nous, voilà, on avait des écuries pour les cochons derrière. Moi, j'ai grandi là depuis l'âge de mes 6 ans, donc c'est la maison familiale, j'allais dire. Mon beau-père, lui, il était mineur de fer. Après, il a été ouvrier dans les abattoirs, et il a été ferrailleur. Il a été communiste. Ma mère, c'est une maman courage. Elle a tout donné, elle a tout fait, et puis elle, depuis sa tendre enfance, c'est une révolutionnaire aussi, donc communiste aussi. Ma mère, elle est née avec mon beau-père. Ils sont nés dans l'étage au-dessus, chez la voisine. Ils habitaient là, chacun habitait. Il y avait la sage-femme qui venait à la maison et tous les 2 sont nés à Aumesse. Dans le même appartement? Ouais. Oui, parce que en fait, ma grand-mère, elle était venue là et ma grand-mère paternelle habitait à côté. J'ai eu 14 ans le 19 août 65 et j'ai commencé le 5 octobre 65. Parce que ma mère, elle était enceinte et elle a dit « Tu vas travailler, j'ai besoin d'argent ». On était 4. Et ma mère, elle m'a mis dans un magasin d'alimentation. Et j'ai appris à faire la caisse, mais c'était pas la caisse sur le tapis roulant, c'était pas la caisse automatique, c'était la caisse. On tapait les chiffres et on tournait la manivelle. Et on rendait la monnaie, donc il fallait savoir compter. Parce qu'il fallait pas de trou dans la caisse. Ma mère... Elle a travaillé toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, parce que mon grand-père, lui, il était militaire, il était parti à Madagascar. Madagascar venait d'être indépendant. Oui, mais il était militaire, oui. Il s'est engagé dans l'armée pour fuir ses responsabilités de père de famille. Et après, ma grand-mère s'est remariée. Voilà. Mais elle a toujours continué à subvenir aux besoins de la famille. Et ma mère, elle a cherché nos payes pour élever les enfants qu'elle a eus avec l'autre. On n'avait pas d'argent, nous. Ma mère, ensuite, elle est partie bien sur Paris. Il y avait mai 68. Elle était révolutionnaire. Elle a même jeté des pavés sur les CRS. Ah, j'en ai peut-être pas jeté, mais j'en ai démonté. Quand on est jeune, je n'étais pas épaisse à cette époque-là. Parce que c'est lourd, un pavé. Hein. Et c'est dur à démonter. Hein. Les pavés avec un pied de biche. Elle décollait des affiches. Elle avait monté des barricades. Elle allait faire chier les... Parce qu'il y avait les camionnettes de CRS aussi à cette époque-là. Donc, il y en a qui venaient, qui taguaient, d'autres qui crevaient les pneus, machin. Elle a fait des choses là-bas, quoi. Et là, les képis, ils nous coursaient, ils nous coinçaient contre le mur du métro, en bas des escaliers, et puis ils nous touchaient. Ils vous palpaient? Pour moi, ils nous palpaient pas beaucoup, mais ils nous touchaient beaucoup. Ils abusaient de leur fonction? Voilà. À un moment, elle vivait même au quartier latin.
Et du coup, elle lisait Sartre en suivant des cours à la Sorbonne, c'est ça? Non, non. Ben, elle vivait au quartier latin pour y travailler, justement. Elle était caissière au magasin. Elle emballait les courses, elle faisait tout, quoi. Elle était, même entre midi, elle rentrait pas à la maison. Donc, elle allait même repasser le linge chez la patronne. Donc, Et puis après, elle allait voir Godard au cinéma, alors. non, par contre, elle a été ouvreuse au cinéma. C'est placer les gens. Quand c'est éteint, on a une lampe de poche et on éclaire et puis on les place. De temps en temps, elle avait une petite pièce, un bouton de manchette. Ça commence à 13h30, mais il y avait des films jusqu'à minuit. À Nogent-sur-Marne, au cinéma UDC. Il y a des personnes qui restaient 4 séances dans le cinéma pour bien comprendre leur film. Alors, quand je ne vous dis pas, quand c'était exhibition, les gens y restaient. Il fallait bien comprendre le film. Voilà. Alors du coup, j'imagine que pendant le mouvement des Gilets jaunes, vu comme elle était en mai 68, ta mère, elle devait être devant l'Élysée chaque samedi avec une fourche, c'est ça? Ouais, bah, vu son état, elle est toujours sur le canapé à regarder les lives, l'ordinateur. Là. Enfin, elle suivait les manifs du début à la fin, sur les vidéos qu'on mettait en direct. Voilà, je lui ai dit qu'elle ne regarde pas la télé parce que voilà, la télé, ça ne sert à rien. Donc pas devant l'Élysée, devant son canapé. Oui, voilà. Et ensuite, quand je rentrais, elle demandait un débrief complet. Et puis, des fois, j'étais même fatiguée et exténuée, mais il fallait absolument que je raconte ce qui s'est passé. Et la première chose, c'est « ça va bien, ils t'ont pas trop matraqué, ces connards ?» Donc, voilà. Et Macron, de la merde. Alors, au moment où vous dites ça, vous faites un doigt d'honneur? Oui, mon cœur qui parle, il dit la vérité. Mais malheureusement, mon cœur n'est plus valable. Alors, c'est les piles qui parlent. Les piles de mon cœur qui parlent. Et si ma mère, elle est si combative maintenant, bah, c'est peut-être parce que on a ça dans les gènes familiales et c'est ancré. Duracell, c'est moi. Parce que Duracell, c'est les piles qui m'aident à vivre. Mon arrière-grand-mère, c'est celle qui a élevé ma maman, qui a aidé du coup ma grand-mère à élever ses enfants. C'était une résistante communiste. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a collé des affiches communistes, elle a hébergé chez elle des juifs, des résistants. C'était resté vraiment très discrète et très secret. Elle a tellement mal vécu la situation de dénonciation de tout ça que c'était grave, quoi. Mais par contre, elle s'est engagée en étant infirmière volontaire pour la Croix-Rouge. Elle servait son don pour sauver les soldats sur le front. Elle faisait les pansements, elle rebootait les gens. Ma grand-mère, elle a dû lui transmettre ce don parce que ça vient de ma grand-mère. Et mes petits-fils, ils l'ont aussi. T'es prête? Ouais. Moi, je l'ai. Mais je ne m'en suis jamais servi. Parce que je n'avais pas le temps. Inspire. C'est quoi ce don? Et souffle. De soigner avec ses mains, Inspire. avec son cœur. Lâche. Ça donne une bonne action dans la vie. Parce que Aurélie, tout ce qu'elle dit, ça arrive. T'as mal à la tête? Ah ouais. Attends, ne prends pas. Donne-moi le baume. Ça? C'est quoi, c'est du baume du tigre? Oui. Ah, ça peut faire du bien aussi. Bien, super. Là, j'ai remis. Je fais des efforts. Ah ouais, j'ai senti. Moi, je suis dans le contrôle, alors... Allez, pose-toi sur moi. Voilà. Inspire et souffle. Bon, moi, j'ai vu des choses, mais elle ne les a pas montrées devant moi, tu vois. Je voyais des gens venir marcher, courber, repartir normal. Quand j'étais jeune, je jouais devant chez elle. Bah tiens, je vais me faire soigner par ta grand-mère. Il se mettait assis sur une chaise, je me rappelle, au milieu du salon, et paf. Voilà, je savais qu'il venait se faire soigner, en fait. Pour moi, c'est tellement normal que j'ai vécu dedans, donc... je comprenais pas, quoi. Et à un moment, elle disait, oui, je leur fais du bien parce qu'ils se sont fait mal et le médecin est fermé. Puis après, bon, j'ai appris et puis du coup, moi, je suis rebotteuse aussi. Je le fais même sur le rond-point.
Je fais quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit qu'il a besoin. Voilà. Et souffle. Moi, en manif, je coupe le feu, donc ça, c'est bien quand il y a les gaz. Donc, Les gaz lacrymogènes. Voilà, les gaz lacrymaux, les gaz au poivre, les gaz... voilà. Donc j'essaye de rebooter. J'ai rebooté beaucoup de Homes. Mais même là, des fois, quand tu vas en manif, t'entends « Aurélie, j'ai mal là, j'ai mal là ». Donc je fais. Donc en fait, mon arrière-grand-mère était une street medic de l'époque déjà. Et souffle. Souffle encore. Oui, super, ça y est. J'ai senti le tendon là. Voilà. Celui-là. Oh, c'est fou, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est stop. J'ai senti un tendon qui a fait chic. Alors, c'est pas un tendon. C'est pas un tendon? C'est ta cervicale. Attends. Ah ouais, c'est agréable, franchement. Là, tu te sens tout... Oh, ramollo, ouais. À mort. J'ai eu la sensation d'avoir pris un triptan. Mais j'ai pas pris le médoc. Bon, un dernier don d'honneur pour Macron. T'emmerdes. Allez, merci Béatrice. Eh ben, je suis contente de vous avoir parlé, d'avoir un peu évacué. Je vous assure, ma fille, je suis très fière d'elle. Et je lui dis beaucoup. J'étais partie avec une amie, j'avais 13 ans, donc on était dans le village à côté pour voir une copine l'après-midi. Et je me sentais pas top, fallait absolument que je rentre, je sais pas voilà pourquoi. Donc je suis rentrée, et mon frère était là avec sa future femme, parce que c'était devenu sa femme après. Il était en pleurs, je me suis pas trop préoccupée, je pensais que c'était entre eux. Et il m'a annoncé que mon frère de 17 ans était mort d'un accident de voiture avec ses 3 autres copains, que les gendarmes étaient venus et qu'ils lui avaient annoncé. Et ils sont repartis parce que il y avait 3 autres familles aussi à prévenir. Mes parents étaient partis aux courses et j'étais seule avec mon grand frère. On devait aller au cinéma le soir parce qu'il y avait... c'était le film Lucky Luke. Donc mes parents, ils sont revenus vers 18h30. Ma mère avait ses courses et je me rappelle, elle avait des sachets de chaussures qu'elle avait achetées à mon frère qui était décédé et à moi. Et ensuite, elle me dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle nous voyait pleurer, elle pensait, elle, qu'on s'était chamaillé entre nous. Et puis c'est là qu'on a annoncé le décès à mes parents. On a entendu juste les cris de ma mère, perdue. Donc voilà, c'était très... mon père, pareil. C'était en fait irréel. Je vous assure, ma fille, je suis très fière d'elle. Et je lui dis beaucoup. Et vous savez, je vais vous dire un truc, si un jour vous avez des enfants, dites-leur que vous les aimez. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de dire à mon fils, c'est pas dit que je l'aimais. Comprenez? Parce qu'on était la pudeur. On n'osait pas. Donc c'était compliqué. Mon grand frère Gérald, lui, a pris entre guillemets plus les rênes pour essayer de calmer la chose. Et savoir, fallait que ma mère elle rappelle les gendarmes. Et donc du coup, elle a été après à la gendarmerie. Et puis ensuite, on suit la morgue et puis l'horreur d'après, quoi. Parce que quand ils étaient petits, on ne devait pas dire des choses pareilles. C'est tout. Mais, vous savez, quand vous retrouvez votre fils dans une housse et que vous ne l'avez pas dit que vous l'aimez, ça vous fait mal. Alors dites-leur, si vous avez des enfants, dites-leur que vous aimez, que vous les aimez. N'ayez pas peur de leur dire que vous les aimez. Parce que le jour... Alors, à l'époque, je faisais quoi, 45 kilos. Et puis, je suis vite montée en une année à 80 kilos. Donc,
Mais sans que je m'en aperçoive, en fait, je faisais pas plus attention que ça. Donc, je suis montée jusqu'à 140 kilos. J'ai fait énormément de régimes. Je me suis mise au sport, mais ensuite, j'ai eu un protocole de chirurgie. Rien ne fonctionnait en fait, parce que tu peux faire 50 000 régimes. Si tu ne sais pas pourquoi tu perds du poids ou que tu en prends, c'est qu'il y a un problème derrière sous-jacent. Et toi, tu as compris pourquoi tu as pris autant de poids là? Moi, c'était surtout, j'avalais tout ce que je voulais pas dire. J'avalais pour pas faire souffrir, pour pas... je voulais pas crier et pleurer, montrer ma peine. Et puis, donc mes parents et machin, donc je voulais faire la femme forte. Et puis j'avais, surtout à 13 ans, je disais mon frère il peut plus manger, donc je vais manger pour lui, quoi. Je mangeais pour deux. Dans le temps, hein, généralement quand on disait faut que tu manges parce que maintenant tu manges pour deux. Quand tu es enceinte, ils te disent aussi ça. Et donc moi, psychologiquement, je disais bon, il faut que je mange parce que mon frère, comme ça je donne des vitamines à mon frère. Tu vois, je faisais le comblement. Et puis ensuite, après, il y a eu les malheurs de ma vie, entre guillemets, qui se sont accumulés, que j'avalais. Et puis, voilà, ça m'a fait une carapace. Alors moi, la carapace, depuis l'âge de mes 13 ans, mais une fois que tu as une petite faiblesse psychologique, on va dire, il y a des personnes qui peuvent être très toxiques et qui t'investissent là-dedans, donc ils te monopolisent et du coup, tu te renfermes dessus. Donc moi, je me suis renfermée déjà sur ma prise de poids, plus avec une personne toxique qui était de mon entourage, qui me renfermait et qu'il était très bien de me voir dans cet état-là, en fait. C'était ton compagnon, ton mari de l'époque? C'était mon compagnon de l'époque, oui. On parle d'une relation qui a duré combien de temps? 15 ans. 15 ans. J'ai connu jeune, j'ai connu au décès de mon frère, donc c'était... Voilà. Alors, il y a aussi une injustice qui sort beaucoup sur les gens qui subissent pas ça, en disant si elle reste ou s'il reste, parce qu'il y a des hommes aussi, hein, faut pas croire, s'il reste ou elle reste, c'est qu'ils aiment bien les coups. Ça n'a rien à voir. Et ces phrases-là peuvent être très difficiles, parce qu'on dit toujours, on a toujours le choix, mais quand on est sous une emprise ou quand on est fragile, voilà, comme j'ai pu l'être, on ne voit pas. En fait, on pense que c'est toujours nous, que c'est vraiment une emprise psychologique qui est très, très difficile. Alors moi, j'ai attendu plusieurs années avant de sortir de ça. Je suis partie à l'âge de mes 29 ans exactement. J'avais eu plusieurs tentatives où j'essayais de partir, mais je revenais par peur, je pense. Par peur parce que j'avais mes enfants, j'avais tout ça. Et voilà, je voulais pas mettre un autre problème sur mes parents en plus, parce qu'ils ont assez morflé. Donc pour moi, je disais que tout allait bien. Et ensuite, jusqu'au coup de trop, jusqu'au coup où c'est que mes enfants ils se sont retrouvés cachés dans l'armoire. Là, c'était trop, donc voilà, j'ai enfin eu le courage de partir avec mes enfants. Donc, du coup, je suis revenue chez ma maman. C'était en pleine nuit, c'était vers 23h, je crois. Mes parents m'ont beaucoup accompagnée aussi dessus, parce que là, ils ont vu la vérité. J'avais pas trop le choix, vu ce que j'avais. Pourquoi physiquement, vu tu que avais des marques? Voilà, ouais, j'avais quelques marques. Donc... Ils ne le savaient pas du tout à l'époque? Non, je maquillais toujours. Donc, non, je voulais pas. Ils se doutaient plus ou moins parce que il y avait des paroles qui sortaient qui étaient un peu bizarres. Mais là, on n'avait plus le choix. Les gendarmes étaient intervenus, donc. J'ai subi des violences physiques, mais les violences psychologiques, c'est pire parce que ça reste ancré. Donc, ensuite, dès que j'en arrivais à des fois, quand on venait me prendre dans les bras ou quoi, je bloquais. Je supportais pas. Parce que j'avais l'appréhension de, tiens, elle lève la main pour me faire une taponnade. Et puis moi, je voyais ça autrement. Donc ça, c'était tout un travail
Et maintenant, c'est moi qui va, limite, entre guillemets, chercher les coups quand on va devant les CRS ou devant les trucs. J'ai pas peur des coups, en fait. J'ai plus peur des coups. C'est peut-être pour ça que je suis assez devant, mais les coups, c'est plus ça. Sous l'emprise de l'époque, jamais j'aurais pu, ne serait-ce que m'arrêter sur un rond-point. C'était juste pas possible. Je pouvais pas trop sortir, quoi. Du coup, si tu étais encore sous cette emprise, tu n'aurais jamais pu devenir gilet jaune. C'est parce que tu t'es libéré de ces chaînes-là que tu as pu après mener Oui, voilà. Oui, c'est parce que du coup, j'ai pu me libérer et être moi-même. Aujourd'hui, tu es loin de tout ça? Je suis très loin de tout ça et je ne veux plus y revenir. C'est au-delà de la radicale perte de poids que tu as, auquel tu es parvenu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens bien? Alors, justement, c'est le travail que j'ai fait sur moi-même, sur ce que je veux plus et ce que je veux et ce que j'aimerais. Parce que j'ai pensé aux autres, je pense toujours aux autres. La preuve, je fais une lutte pas que pour moi, que personnelle, les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne m'ont pas fait perdre du poids, ils m'ont fait rencontrer une deuxième famille et c'est peut-être ça aussi qui a fait que... Aurélie nous racontera avec fierté sa première journée en gilet jaune, et toutes les suivantes d'ailleurs. Elle s'est penchée beaucoup moins en revanche sur la bataille qu'elle a livrée avec elle-même pour perdre près de la moitié de son poids. Or, du poids en moins, c'est de la vie en plus. Cette devise sera le slogan de l'association qu'Aurélie lancera alors qu'elle avait une trentaine d'années. Elle ne voulait plus livrer seule la bataille quotidienne contre la grossophobie qu'elle subissait, qui redoublait paradoxalement quand elle prenait soin de son corps. Les combats que vous entendrez dans les épisodes suivants, les combats qu'Aurélie mènera sur son lieu de travail ou sur son rond-point, pour que sa famille, ses collègues et elle-même puissent vivre et travailler dignement, n'auraient sans doute jamais pu advenir sans cette première lutte intime pour sa survie qu'elle a rendue collective. Affaire à suivre.